On va pouvoir creuser l'univers de Tolkien. En tout cas, l'adaptation de Peter Jackson. Alors, on va parler de science, on va s'amuser en fait, finalement, à faire des sciences, à dérouler un petit peu des bobines d'investigation scientifique sur cette belle œuvre qu'a écrit Tolkien, et œuvre qui a été adaptée plusieurs fois en fait au cinéma, soit sous forme d'ailleurs de dessin animé ou de long métrage, sous forme de trilogie justement avec Peter Jackson 2001, 2002, 2003. C'est pas l'Odyssée de l'espace, c'est l'Odyssée de la Comté. Donc vous avez la Communauté de l'Anneau, les Deux Tours, le Retour du Roi, et puis tant qu'à faire aussi dans l'œuvre de Tolkien, vous avez une adaptation qui vaut ce qu'elle vaut. Je ne juge pas cette adaptation de Tolkien. Le but, d'ailleurs, ce soir, c'est pas de dire, voilà, cette partie-là ou cet épisode-là, c'est nul, je préfère Star Trek à Star Wars ou autre. C'est vraiment de parler d'une manière scientifique des choses qu'on peut voir ou lire, en fait, en considérant finalement l'œuvre comme une sorte d'exercice, une sorte d'énoncé, d'exercice de SVT, ça tombe très bien puisqu'il y a des profs dans la salle. Donc là, on est en 2012, 2013, 2014. Alors, Un voyage inattendu, premier tome. Le deuxième, La désolation de Smaug. Et le troisième, La bataille des 5 armées. Donc c'est Peter Jackson, l'adaptateur, on va dire, récent. Peter Jackson qui est un néo-zélandais, un petit peu américain aussi, qui est né en 61. Et qui est connu notamment par son adaptation en 2005 de King Kong, qui est assez intéressante. Alors, je ne parlerai pas de ces films cryptiques faits quand il était presque plus étudiant, il y a une vingtaine d'années. C'est des films pas très recommandables, pas très politiquement corrects, mais ils sont quand même excellents. Les Feebles, notamment, une version un peu porno-trash du Muppet Show. Donc, avant de faire vraiment on va pas non plus, c'est pas péjoratif, du mainstream, Peter Jackson a quand même expérimenté des trucs assez intéressants. Alors, Peter Jackson donc, a adapté le grand John Ronald Reuel, on dit souvent J.R.R. Tolkien, qui était philologue. Alors, philologue, c'est quoi? C'est un spécialiste en fait des langues à partir de documents écrits. C'est presque comme un linguiste. D'ailleurs, il a créé plusieurs langues dans son œuvre, plusieurs elfiques, mais aussi le Entish et d'autres langues imaginaires qu'il a lui-même construites en fonction de ce qu'il connaissait, de toutes ces données factuelles qu'il connaissait en fait sur d'autres langues, notamment le vieil anglais ou le scandinave. Il est né à Bloemfontein, en Afrique du Sud, et il n'est pas resté longtemps en fait là-bas. Toute la famille est remontée assez rapidement en fait en Angleterre, et puis il a perdu sa mère quand il était assez jeune. Et puis il a vraiment créé ce qu'on appelle en fait un légendarium, c'est-à-dire un monde légendaire, imaginaire, très construit, très complexe aussi, qu'on va essayer de décortiquer, surtout au regard ce soir des sciences naturelles, puisque en tant que paléontologue, je peux pas m'improviser astrophysicien par exemple. Mais on va déjà regarder un petit peu ce qu'a fait Tolkien aussi au niveau graphique. C'est assez intéressant de voir qu'il écrivait, bien sûr, mais il dessinait. C'était son éditeur aussi qui l'encourageait fortement à illustrer lui-même ses couvertures. L'éditeur est au centre, George Allen Unwin. Pour la petite histoire, d'ailleurs, en fait, son premier roman, c'est Bilbo, 1937, ça date, mais c'est encore beaucoup d'actualité parce que c'est un des livres les plus vendus dans le monde. Après, bien sûr, la Bible, le Talmud, etc. Le Coran aussi, bien sûr. C'est pas une religion non plus, bien sûr, Tolkien, c'est un légendarium, évidemment. Et il avait écrit cette histoire de hobbits et de nains pour ses filles, d'une manière en fait manuscrite. Et puis dans les années 30, il rencontre en fait son éditeur qui lui dit tiens, ça serait sympa que tu creuses un petit peu tout ça et puis je t'édite. Et donc il a sorti Bilbo dans un premier temps, et puis ensuite le Seigneur des Anneaux, notamment Seigneur des Anneaux, on est en 1954-55, quelque chose comme ça. Alors il dessinait aussi, vous avez une belle représentation ici de Erebor. Vous avez une autre représentation ici de la comté avec Hobbit Town,
made by Tolkien lui-même. Représentation qui est reprise, bien sûr, dans le film, d'une manière assez fidèle. Vous avez d'autres lieux qui sont représentés par Tolkien lui-même. Rivendell en elfique, ça veut dire Foncombe, très bien. Voilà une belle représentation aussi de Foncombe. Et puis tout ça est ancré, bien sûr, dans un espace. Voilà une des cartes en fait du monde de Tolkien, c'est la carte de la Terre du Milieu. Il y a d'autres lieux en fait d'action, notamment dans le Silmarillion par exemple, où on n'est pas forcément en fait centré sur la Terre du Milieu. Donc c'est ça qui est puissant en fait dans Tolkien, c'est qu'il non seulement il enracine en fait ses écrits dans une chronologie, puisque vous avez le premier âge, le deuxième âge, le troisième âge, mais en plus il enracine tout ça dans un espace qu'il a lui-même constitué, et on est vraiment au cœur de cette fiction avec des données qui sont assez complètes. Vous avez des chaînes de montagnes en termes de géomorphologie, vous avez des plaines, vous avez différents biotopes désertiques, volcaniques, le Mordor est là. Et donc c'est ce qui fait la richesse finalement de l'œuvre de Tolkien, aussi bien dans l'espace que dans le temps, et bien sûr au niveau des personnages qu'on va essayer de décortiquer ce soir avec un regard un peu d'anatomiste. On va commencer bien sûr par les hobbits. Voilà une représentation aussi d'époque des hobbits, de Bilbo. Et d'ailleurs, le texte commence notamment par une phrase en anglais « In a hole in the ground lived the hobbit ». Donc dans un trou dans le sol vivait un hobbit. Ce sont des êtres de petite taille, humanoïdes bien sûr, qui n'avaient pas forcément de longs pieds poilus à la base. Ces espèces de longs pieds sont arrivés, alors pas avec Peter Jackson non plus, entre-temps, et on pourra reparler un petit peu de la biomécanique, si vous voulez, du Hobbit, mais là on va regarder un petit peu rapidement les différents types d'humanoïdes qu'il dépeint en fait dans ses œuvres. Vous avez, alors je fais toujours la comparaison entre en fait les dessins de Tolkien et puis l'adaptation de Peter Jackson pour voir un petit peu les différences et puis les ressemblances. Les nains sont empruntés classiquement de la mythologie allemande, germanique. Ce sont souvent des mineurs, petits, trapus, costauds, qui aiment ramasser les richesses en fait souterraines de différentes formations géologiques. Voilà la compagnie dans Bilbo. Et puis, mis à part les anthropomorphes ou les humanoïdes, on ne va pas tous les faire ce soir, vous avez des espèces. Vous avez une sorte de bestiaire plus ou moins fantastique qui est développé en fait dans l'œuvre de Tolkien. Un des plus majestueux, c'est Smaug, le dragon Smaug qui roupille en fait dans Erebor avant d'être visité par Bilbo, qui est là. C'est donc un dragon de forme plutôt reptilienne, qui est emprunté aussi aux mythologies plutôt occidentales, alors que le dragon asiatique, il est plutôt serpentiforme, voire même il a plutôt des caractères de poisson dans la mythologie asiatique. Là, on a quelque chose avec des sortes d'ailes de ptérosaures, ces reptiles qui évoluaient dans le ciel à l'époque des dinosaures. On a des écailles, évidemment très, très dures, très calcifiées, très robustes. On a des sortes de cornes, on a un crâne assez reptilien, et puis on a une taille démesurée. C'est pas où est Charlie, c'est où est Bilbo dans cette image. Vous le voyez, il est là. Alors il est encore plus grand que dans finalement la représentation originale. Par calcul de proportion rapide, on a quelque chose d'assez monstrueux, c'est le cas de le dire. Et biomécaniquement, on peut aussi critiquer le fait que du coup les ailes ne présentent pas assez de surface de portance pour permettre à l'animal en fait de voler, sauf si on imagine qu'il est lui-même constitué de méthane qui produit en fait pour allumer sa flamme. Alors, on continue dans ces espèces de monstres plus ou moins reptiliens ou plus ou moins anthropoïdes, avec les trolls par exemple, qui sont directement empruntés de la mythologie scandinave cette fois-ci. Les trolls sont des habitants d'ailleurs un peu cryptiques qui vivent dans les grottes au fin fond des fjords là-bas, et chaque fjord, enfin dans certaines parties
de la Suède ou de la Norvège ont des noms un petit peu bizarres qui évoquent d'ailleurs les noms des trolls dans ces mythologies-là. Les trolls se pétrifient en fait à la lumière. Et puis c'est comme ça d'ailleurs que Bilbo arrive à gagner du temps pour que Gandalf revienne et puis sauve finalement les nains qui sont en prise avec ces 3 trolls assez débiles, c'est le cas de le dire, mais assez sympathiques en même temps. Hein. Ce sont des grands humanoïdes, assez robustes aussi. Et puis on peut même zoomer sur d'autres formes et puis regarder un petit peu leur plausibilité, leur anatomie comparée avec des formes réelles ou même d'autres formes fictives. Hein. On peut commencer avec le gardien de la Moria, par exemple. Hein. Donc la Moria, c'est une mine qui a été exploitée par les nains au premier âge pour le mithril, hein, cette espèce de minerai naturel qui est présent sous forme de filon en fait sous 2-3 montagnes de la chaîne des montagnes, les montagnes brumeuses. Et d'ailleurs, en creusant un peu trop en profondeur, en fait, les nains réveillent le Balrog, mais c'est pas l'objet vraiment ce soir du topo. Ça, c'est pour contextualiser un petit peu la Moria, cette mine gigantesque qui est bien gardée hein, par une porte secrète, une porte qui donc descend de Tolkien à chaque fois, hein, bien sûr, une porte qui est ici, au pied d'une espèce de grande falaise qui constitue elle-même en fait un des monts des Brumeuses. Et puis cette porte est constituée de runes, hein, d'inscriptions magiques qui apparaissent uniquement en fait lors de pleine lune. Et il est écrit d'ailleurs en elfique que les portes de Durin, seigneur de la Moria, parlaient, amis et entraient. Alors c'est une énigme que finalement la communauté de l'anneau arrive à défricher et à déchiffrer d'ailleurs, puisque à un moment, je crois que c'est Gandalf qui prononce en fait Melon, qui veut dire ami en fait en elfe, et donc la porte s'ouvre évidemment. La communauté rentre, et puis là, les choses se compliquent. On a une description en fait d'un truc assez monstrueux qui sort de l'eau, qu'on va lire en fait ensemble. Hein. C'est le premier tome. LSDA, c'est Le Seigneur des Anneaux, tome 1, T1. Hors de l'eau avait rampé un long tentacule sinueux. Hein. Tentacule, c'est masculin. Il était vert pâle, lumineux et humide. L'extrémité munie de doigts avait saisi le pied de Frodon. 20 autres bras sortirent onduleux. Donc en fait, c'est déjà un monstre avec 21 tentacules. Si on calcule un petit peu. Les tentacules franchirent la rive, de nombreux bras serpentins saisirent les portes et, avec une force horrible, les firent pivoter. Qu'était cette chose, ou y en avait-il beaucoup demande Frodon à Gandalf. Et Gandalf répond « Je n'en sais rien, mais les bras étaient dirigés vers un même but. Quelque chose a rampé ou a été attiré dans les eaux sombres sous les montagnes. Il y a dans les profondeurs du monde des êtres plus anciens et plus répugnants que les orques. » Donc là, on sent que l'ambiance est assez intéressante. Et quand on regarde les illustrations, alors non plus de Tolkien, mais de son illustrateur en fait favori, John Howe, il ne reprend pas tout à fait en fait le texte original, puisque là, on voit un tentacule. Au début, hein, il n'y en a qu'un qui sort de l'eau, bien sûr, mais il n'y a pas une terminaison du tentacule en question sous forme de doigt. Là non plus, c'est une autre illustration. Hein. Il y en a beaucoup, évidemment, des illustrations de ce légendarium-là. Dans l'adaptation, c'est pareil, de Peter Jackson. Alors on arrive à voir un truc plus ou moins poulpesque, hein, plus ou moins céphalopode, bien sûr, mais il n'y a pas en fait de dichotomie, si vous voulez, au niveau des terminaisons des tentacules. Alors les céphalopodes, évidemment, c'est un groupe très intéressant. 800 espèces actuelles. Hein, vous avez en haut à gauche des calmars, des seiches et puis des pieuvres. Alors le problème de comparer le monstre de la Moria, enfin le gardien plutôt de la Moria, avec des céphalopodes réels, c'est qu'aucun ne présente 21 tentacules. Là, vous pouvez les compter, il y en a 10 chez les calmars, 10 chez la seiche, et puis 8 octopus
chez les pieuvres. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est que même si les tentacules ne sont pas dichotomiques à leur extrémité, elles présentent quand même des crochets et des ventouses évidemment intéressants pour optimiser en fait la capture des proies qui sont ensuite ramenées plus ou moins vivantes à la bouche et dévorées par un bec corné et minéralisé, assez efficace chez tous les céphalopodes. Alors on n'a vu que 3 groupes, mais finalement en termes de nombre de tentacules, le record c'est lui. C'est le nautile, jusqu'à 90 tentacules. C'est une espèce finalement très ancienne qui vit encore aujourd'hui. Il y en a plusieurs d'ailleurs, des espèces de nautiles. 90 tentacules, donc on pourrait imaginer finalement une sorte de nautile géant dans le lac à l'entrée de la Moria, pourquoi pas. Mais ce nautile-là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il rappelle effectivement un groupe éteint, lui qu'on appelle le groupe des ammonites, qui ont beaucoup d'ailleurs évolué d'une manière significative à l'époque des dinosaures, en fait, au Mésozoïque, dans les mers. Il y en avait un petit peu avant, bien sûr, et puis il y en avait par contre pas après. Le groupe s'éteint il y a 66 millions d'années environ. Le groupe était bien représenté par une belle diversité aussi bien de formes. Ici, c'est une planche en fait de Ernst Haeckel. Diversité de forme et diversité de taille qui pourrait correspondre en fait aux gardiens de la Moria. Alors vous avez des cônes droits ici, connus dès l'Ordovicien, vous êtes à peu près à 470 millions d'années, et puis vous avez des coquilles. Ah, mon sabre laser est en panne, c'est pas grave. Vous avez des coquilles enroulées de environ 3 mètres au niveau des reconstitutions, qui correspondent donc à des sortes de céphalopodes fossiles assez robuste, qui pourrait correspondre à la taille en fait du gardien de la Moria. Alors, il suffit pas seulement finalement d'aller chercher des formes fossiles. Quand vous regardez les céphalopodes actuels, vous avez des tailles assez sympas, qui sont connues depuis des lustres, des formes qui sont échouées. Vous avez en bas une photo assez récente du fameux Architotis, qui a sans doute mis la puce à l'oreille à l'époque aux explorateurs vikings et autres. Ah, merci. Un sabre laser de remplacement. Voilà. Et Architotis, c'est un céphalopode géant qui fait à peu près ses 15 mètres de long pour les plus, quand on tire en fait, sur les plus longs tentacules, qui vit encore aujourd'hui, bien sûr, et qui est en compétition finalement écologique avec des cachalots. Il vit entre 300 et 1000 mètres de profondeur en moyenne, mais le problème, c'est le milieu de vie. Le gardien de la Moria, il est dans un lac, donc il est en eau douce. Donc si vous voulez faire une comparaison un peu plus, on va dire, plausible entre le gardien de la Moria et un truc à tentacules aujourd'hui, ça serait quoi? Ça serait pas du céphalopode, ça serait même pas du mollusque, ça serait du cnidaire, de la méduse en fait. La méduse, elle est connue sous sa forme libre ou fixée dans le cas des polypes, qui forment les plateformes récifales notamment. Et vous avez certaines espèces qui sont connues en eau douce. Donc on pourrait un peu mieux comparer le gardien de la Moria avec une des 1500 espèces connues de méduses. Alors en ce qui concerne la taille, pas trop de problèmes non plus, puisque vous avez des formes qui sont supérieures. Alors 10 mètres, c'est la longueur d'un tentacule. Vous allez me dire, le problème reste le même, puisqu'il n'y a pas forcément de dichotomie à la terminaison en fait, de chaque tentacule. Mais par contre, vous avez des sortes de barbules qui sont truffées de ce qu'on appelle des cnidoblastes qui paralysent en fait, les proies. Donc voilà une des comparaisons possibles en termes de sciences naturelles avec le gardien de la Moria. Alors on peut se pencher aussi sur les wargs. Les wargs, vous savez, ce sont ces espèces de carnivores en fait qu'on voit sous différentes formes d'ailleurs dans l'adaptation de Peter Jackson. Mais avant de voir en fait cette espèce de biodiversité des wargs chez Peter Jackson, on retourne toujours pareil au texte. Texte d'origine, là vous avez BLH, Bilbo le Hobbit. Alors j'ai pas mis la page, mais en fait c'est plusieurs pages qui sont un petit peu cumulées.
Et donc, on va lire ensemble cette description. Ils entendirent un long hurlement à donner le frisson. Un autre y répondit à droite, puis un autre. C'étaient des loups hurlant à la lune qui s'assemblaient. Les loups de cette espèce ont l'odorat plus fin que les gobelins et n'ont pas besoin de vous voir pour vous attraper. Les loups débouchèrent, hurlant dans la clairière. Soudain, il y eut des centaines d'yeux qui les regardaient, et il y eut toute une horde hurlant et bondissant, yeux flamboyants et langues pendantes. Les wargs sauvages, c'est ainsi que se nomment les mauvais loups au-delà de la limite du désert. Donc en fait, quand on cherche un petit peu plus loin les références avec les wargs, on apprend que ce sont des sortes de loups de la taille de chevaux, quand même, qui ont des yeux qui brillent la nuit. Et ça, les carnivores, beaucoup de carnivores, mammifères carnivores, en fait, présentent ce qu'on appelle le tapetum lucidum, c'est-à-dire une sorte de paroi qui capte en fait le peu de lumière, le peu de rayons lumineux présents dans un environnement plutôt obscur pour optimiser justement la stratégie de prédation chez ces carnivores-là. Voilà une belle représentation d'un warg dans Bilbo de Peter Jackson. On retrouve bien en fait des yeux qui brillent dans la nuit et puis une morphologie globalement de type loup. Alors les loups, dans la mythologie, ils sont connus typiquement dans la mythologie nordique. Ce sont même des wargs. Le Tolkien a emprunté directement le terme qui existait déjà à l'époque. C'est pas lui qui l'a inventé, pour une fois, vous allez me dire. Fenrir, Skull, notez l'accent, et Ati, qui poursuivent en fait les astres dans la course des objets célestes tout autour de la Terre. Ce sont des loups géants qui portent un petit peu, si vous voulez, l'équilibre et l'alternance des jours et des nuits. Alors d'autres loups dans la littérature ou dans la culture pop, vous avez le petit chaperon rouge, bien sûr, et vous avez le fameux loup-garou de Londres de John Landis, 1981, avec des effets spéciaux assez croustillants. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand Michael Jackson a vu le loup-garou de Londres et la transformation de l'étudiant en loup-garou, il a dit à John Landis, ça sera toi qui feras mon prochain clip, mais je veux pas me transformer en garou, je veux me transformer en zombie ou en truc un peu plus fantastique. Et le loup-garou, c'est ce qu'on appelle en fait un thériomorphe, c'est-à-dire un personnage imaginaire qui est capable de se transformer en bête. Un thério, c'est la bête, thérium en grec ou en latin, je sais plus. Et des thériomorphes, dans l'œuvre de Tolkien, bien sûr, on en trouve. Alors, il y a notamment mis à l'écran, comment il s'appelle ? Beorn, merci, qui est un ours-garou, et non pas un loup-garou, un des derniers représentants de son espèce. C'est aussi un thériomorphe. Alors, le squelette du loup, il est intéressant parce qu'on voit en fait un allongement du museau, de la partie préorbitaire. En paléontologie en général, ou même en anatomie, quand on travaille sur les vertébrés, tétrapodes, des vertèbres et des pattes, surtout avec des pattes munies de doigts, vous avez en fait ce qu'on appelle un tétrapode. Tétra, c'est 4, podos, c'est le pied. Donc ce sont tous les vertébrés qui ont possédé en fait des pattes. Nous sommes des tétrapodes, évidemment, comme les 35 000 autres espèces de tétrapodes que sont les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Là, vous avez dans le groupe des mammifères des canidés, des carnivores d'abord, qui sont caractérisés par des dents très spécifiques, qui sont en fait des molaires modifiés pour le régime alimentaire spécialisé. Ce sont des carnassières qui sont coupantes et broyantes en fonction de votre régime alimentaire. C'est ce qu'on appelle en fait un caractère dérivé partagé, ou en jargon phylogénétique, une synapomorphie. Donc la carnassière, inférieure ou supérieure, il y en a dans les deux sens parce que c'est encore plus efficace comme ça, est une synapomorphie du clade Carnivora, qui est lui-même inclus dans le groupe des mammifères. Alors des carnivora, il y en a d'autres, et justement, Peter Jackson a modifié un petit peu la description de Tolkien en imaginant des wargs de type hyène. On n'est plus dans le morphotype loup, on a plutôt une face un peu plus plate, et puis une
hauteur en fait aux épaules un peu plus haute que chez le loup. Ça, c'est un warg dans Le Seigneur des Anneaux. Donc on est chez Peter Jackson, bien sûr. On peut vérifier que, en faisant des petits arrêts sur image, bien sûr, que ce warg, ce gentil warg-là, présente bien des carnassières, synapomorphie du groupe des carnivores. Donc il a peut-être modifié un petit peu la description originale, mais il ne s'est pas planté en termes d'attribution systématique de cette créature-là au groupe des carnivores. Carnassière supérieure, carnassière inférieure. Vous avez même en fait dans la denture, si on fait une petite analyse rapide, des incisives ici intéressantes qu'on appelle caniniformes, qui ont déjà la tronche de canine pour optimiser en fait la prise alimentaire. Je crois que c'est le pauvre Gimli qui est là-dessous. Et puis vous avez même des prémolaires qui sont juste là, qu'on voit pas trop bien, qu'on voit peut-être mieux en bas, qui sont elles aussi en fait caniniformes, parce que plus il y a de canines, plus c'est intéressant quand on aime bien la barbaque. Alors, quand on compare les deux squelettes, vous avez effectivement des modifications quand même au niveau du crâne, on l'a vu, un aplatissement relatif par rapport en fait à ce qu'on appelle une longirostrie chez le loup. Vous avez bien 4 pattes des vertèbres, ok. Et puis, quand on étudie ça en termes de phylogénie, on voit que en fait les canidés, que sont les loups, sont plus proches finalement, regardez, des otaries, des phoques et des morses que des hyénidés. Donc ça, c'est une phylogénie à l'intérieur du groupe des carnivora. Et cette phylogénie-là est portée par plusieurs caractères, notamment la présence donc de carnassières. Alors, description plutôt comportementale, parce que ces wargs, ils sont intéressants aussi pour leur comportement. Donc on fait une petite lecture. Des centaines et des centaines allaient s'asseoir en un grand cercle dans la clairière, et au centre se trouvait un grand loup gris. Il leur parla dans l'horrible langage des wargs. Gandalf le comprenait. De temps à autre, tous les wargs répondaient tous ensemble à leur chef gris, et leur affreuse clameur faisait presque choir notre ami de son pain. Les wargs et les gobelins s'entraidaient parfois dans leurs méchantes opérations. Alors, les gobelins, faisaient souvent appel aux wargs avec lesquels ils partageaient le butin. Parfois, ils les montaient comme les hommes font des chevaux. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a une domestication du warg par les orques ou les gobelins, en fait, l'alliance des forces du mal. D'ailleurs, c'est assez variable. Le gobelin préfère le warg de type hyène, alors que l'orque ou l'urukai préfère le warg de type loup. Ça dépend un petit peu des comportements. Ce que Peter Jackson a rajouté, notamment, il a rajouté plein de trucs dans son adaptation de Bilbo. Il a rajouté ça, Azor le profanateur, et puis sa monture, en fait, qui est une femelle de type plutôt loup, mais c'est une femelle chef de meute. Et chez les hyènes, par contre, ce sont les femelles qui dirigent la meute, contrairement au loup, où c'est le mâle alpha qui dirige en fait le groupe. Donc là, il a fait un mélange de comportement hyénidé avec une morphologie plutôt canidée. Alors les loups, ils sont intéressants parce que il y a plusieurs types de loups, plusieurs types de loups qui finalement par domestication ont donné notamment le chien-loup et puis d'autres races. Quand on regarde en fait une phylogénie, cette fois-ci moléculaire, en fait des différents canidés, on observe que le chien qui est représenté par cette race-là est plus proche effectivement du loup, du chacal ou du coyote qu'il ne l'est des renards. Vous avez en fait plusieurs groupes de renards. Le groupe ici en rouge qui contient le renard roux, le renard polaire par exemple, et puis un autre groupe ici en vert qui présente d'autres types de renards au sens large. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'avec une phylogénie moléculaire, donc obtenue à partir de traitements de séquences d'ADN, soit mitochondriales, soit autres, vous pouvez en fait évaluer des dates de divergence. Et on évalue la date ici de divergence entre les loups
les chacals, coyotes, à peu près 3-4 millions d'années. Ce qui est déjà pas mal quand on va se pencher sur le timing de domestication en fait, de l'espèce loup, hein, lupus, en jargon nomenclatural. Alors, ça c'est pour les canidés. En ce qui concerne les hyénidés, la domestication, elle est beaucoup moins présente hein, dans la nature actuelle, dans la réalité. Est-ce qu'on peut vraiment parler de domestication quand on a un animal qui est sans cesse muselé? Bon, quand on regarde par contre à l'échelle des temps, vous avez en fait ici, alors c'est en anglais, mais ça se lit quand même assez facilement. Ça, ce sont des dates. Hein. Je vous pose la question quand, à quel niveau en fait de cette frise chronologique préhistorique, on pourrait mettre une flèche rouge avec la domestication du loup? Est-ce que vous avez des idées? Oui. 30 000 ans, qui dit mieux. Alors pour le chat, c'est 7 000, c'est assez récent. Hein, il y a des momies de chats qui ont été découvertes dans des pyramides en fait égyptiennes notamment. 7 000 ans, c'est assez récent. Pourquoi? Parce que le chat, en fait, on l'a apprivoisé, et peut-être inversement aussi, quand on a eu des gros stocks de nourriture, hein, bien après l'agriculture, quand on est passé plutôt à l'agriculture, mais extensive. Et il nous fallait des petits prédateurs de rongeurs, de nuisibles, comme on les appelait, pour éviter de saccager en fait les stocks de récolte. Le chien, 30 000. 30 000 ans, c'est assez vieux, mais ça serait une date minimum. On pense que Sapiens, bien plus tôt, voire même Néandertal, chassait en fait avec certaines meutes de loups qui devaient peut-être regrouper certains gibiers pour mieux les piéger, et puis ensuite on balançait un bout de barbac à la meute pour partager entre guillemets. Donc on ne peut pas encore vraiment parler de domestication au-delà de 30 000, même si on pense que cette espèce de mode de fonctionnement commun a été mise en place en fait bien avant. Alors les autres espèces phares un petit peu de la domestication, vous avez le cheval à moins 14 000 et puis le mouton à moins 8 000 hein, par exemple. Alors les chiens, les canidés, c'est une longue histoire hein, donc entre des hommes et des chiens, et une histoire qui est aussi un petit peu sombre puisqu'on utilise ces animaux-là à des fins guerrières depuis longtemps. Là, vous avez une statue du XVIIe siècle qui représente en fait un chien de guerre hein, en Prusse. D'ailleurs, warg pourrait éventuellement aussi être une contraction de war dog, c'est-à-dire chien de guerre. Un chien de guerre qui est utilisé aujourd'hui dans plusieurs systèmes de défense ou plutôt d'attaque ou de repérage, et puis des chiens de traîneau entre guillemets, mais qui traînent pas des vrais traîneaux, qui traînent en fait des mitrailleuses assez lourdes. Donc l'utilisation entre guillemets par le chien date depuis Mathusalem, un petit peu comme les orques utilisent les wargs pour essayer de mater en fait les personnages. Alors on peut aussi, je regarde l'heure en même temps, ça va, il me reste 5-10 minutes, ça va. On peut explorer un petit peu ces autres créatures ou êtres assez fantastiques que sont les Ents. Les Ents qui sont parmi les plus vieux personnages, en fait, au passage, du monde de Tolkien, hein, du légendarium. Ils sont présents sur la Terre du Milieu depuis le premier âge même, et ils sont surtout limités au deuxième âge dans cette forêt-là, Fangorn, où on voit en fait Merry et Pippin qui s'échappent des griffes des Uruk-hai à la main blanche de Saruman et pénètrent en fait dans cette forêt obscure où on entend d'ailleurs dans l'adaptation de Peter Jackson
des bruits étranges. Et puis, on est à un moment, bien sûr, en confrontation avec ces espèces d'arbres anthropomorphes, hein, classiquement. Ent voulant dire géant, tout simplement en vieil anglais. Tolkien lui-même. Alors, on devrait dire Tolkien, en fait. On dit souvent Tolkien, mais on devrait dire Tolkien si on respecte bien l'accent de Cambridge ou d'Oxford, comme vous voulez. Mais bon, en français, ça se prononce plutôt Tolkien. Alors, les Ents sont intéressants. On va voir justement la description brute, entre guillemets, de Tolkien. Donc, c'est le 2e tome. Sa forme était semblable à celle d'un homme, presque d'un troll, de haute taille, 14 pieds au moins, très robuste, avec une haute tête et presque pas de cou. Il était difficile de discerner s'il était vêtu d'écorce ou si c'était sa propre peau. En tout cas, les bras étaient recouverts d'une peau lisse et brune. Les grands pieds avaient 7 doigts chacun. La partie inférieure de la longue figure était couverte d'une vaste barbe grise, broussailleuse, presque rameuse à la racine, ténue et mousseuse à l'extrémité. Mais sur le moment, les hobbits ne remarquèrent guère que les yeux. Ces yeux profonds les examinaient à présent, lents et solennels, mais très pénétrants. Ils étaient bruns, traversés d'une lueur verte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que 14 pieds, au passage, ça fait 4,50 m. C'est un peu plus bas que ce qu'on voit dans l'adaptation de Peter Jackson, qui est cinématographique, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une espèce de phytodiversité des Ents, puisque vous avez des sortes de chênes, de saules, de prêles, un petit peu comme on retrouve en fait dans différents types de forêts tempérées ou autres. Les plantes anthropomorphes que sont les Ents, et les plantes anthropomorphes en général ont longtemps en fait passionné les auteurs d'histoires ou de légendes. Hein. Bien sûr, on pense à la mandragore, qui est en plus une plante qui contient des alcaloïdes psychotropes avec une racine anthropomorphe. Donc là, vous avez évidemment au Moyen-Âge une plante qui fait tourner la tête et qui pose des questions sur le rapport entre l'homme et la nature. Donc évidemment une plante magique. Alors la mandragore, c'est une herbacée qui est connue depuis l'Antiquité, puisque vous avez ici une gravure du 7e siècle qui représente en fait un couple, entre guillemets, de mandragore. Et puis même durant, ça c'est un bas-relief égyptien, vous avez Toutankhamon et son épouse qui lui offrent de la mandragore parce que ça a des vertus aussi aphrodisiaques, en plus des vertus psychotropiques. Et puis dans les jeux de rôle, bien sûr, dans la culture pop ou la culture geek, la mandragore est souvent présente. Là, vous reconnaissez bien sûr un extrait de Harry Potter. Et puis, la grande question, c'est connaissez-vous d'autres créatures, entre guillemets, végétales, anthropomorphes? Comment? Je s'appelle Groot. Exactement. C'est une version un peu SF des Ents. Alors, pourquoi on parle des Ents? Parce que, évidemment, ils sont un petit peu à la croisée entre 2 grands mondes, hein, que sont les humains, donc les métazoaires, avec les plantes. Dans l'arbre du vivant, ici, vous avez tous les végétaux qui sont enracinés justement vers le nœud commun de ce bel arbre du vivant. Vous avez en bleu, violet les archées et les bactéries, en vert évidemment les plantes, et puis vous avez les champignons en jaune, et puis les animaux, les métazoaires en fait, eucaryotes, donc avec des cellules, avec des corps qui sont constitués de plusieurs cellules, hein, multicellulaires, et à noyau eucaryotes. Et au passage, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, nous, mammifères, on est plus proche des champignons que des plantes. Ou inversement, les plantes sont plus proches finalement des bactéries que des champignons. Et puis un arbre, les Ents nous rappellent qu'un arbre, c'est aussi un écosystème complet, un écosystème à part entière qui n'est pas que végétatif, hein, qui communique avec d'autres individus, qui communique même au sein de sa propre structure, puisque vous avez parfois au niveau ce qu'on appelle la rhizosphère, c'est-à-dire la sphère tout autour des racines, hein, rhizos c'est la racine en grec, vous avez des communications chimiques qui se passent
du bout de la radicelle, qui serait en fait beaucoup plus en profondeur que ça, jusqu'à l'extrémité en fait des feuilles. Vous avez des communications chimiques, par exemple quand il y a un polluant qui arrive en bordure de forêt, vous avez les plantes envoient des infos chimiques aux autres pieds, aux autres individus pour leur dire attention, fermez vos stomates, il y a du cochonium qui arrive en masse. Donc, on parle souvent des plantes d'une manière, bon, bah, c'est des plantes, ça bouge pas. Ben, non, ça bouge d'une part, ça croisse, ça communique. Quand vous regardez une sensitive, par exemple, c'est le genre Mimosa et l'espèce Pudica que vous touchez en fait les feuilles se rétractent. Et cette espèce de mobilité relative des plantes est beaucoup exploitée, bien sûr, dans la culture pop, que ce soit en science-fiction. On pense aux plantes carnivores dans Minority Report, par exemple, ou Je s'appelle Groot, justement, et aussi dans l'heroic fantasy ou le médiéval fantastique, c'est-à-dire cette espèce d'ensemble qui réunit notamment en fait Tolkien. Alors, les plantes sont intéressantes parce qu'elles nous montrent aussi qu'il y a beaucoup d'associations, que l'évolution des espèces n'est pas qu'une lutte pour la survie du plus apte, mais c'est aussi une histoire de symbiose, une histoire d'association et d'interaction spécifique. Là, vous avez typiquement en fait un lichen qui est une association d'algues terrestres et de champignons. Et puis, si vous allez dans le centre du Maroc, dans la région d'Argana, justement, qui porte bien son nom, vous avez des espèces endémiques, des arganiers, qui, pour germer, doivent être mycorhizés, c'est-à-dire en association, plus ou moins, là on est à la limite entre la symbiose et le parasitisme, mais cette association-là est nécessaire en fait pour que le pied germe, en gros. D'autres types d'associations, bien sûr, dans le vivant, on va s'arrêter là, finalement aussi, avec les cyanophycées, qui sont parmi les plus anciens êtres vivants connus sur Terre, hein, à l'état fossile. C'est ce qu'on appelle des stromatolites, pour faire simple. Les stromatolites les plus anciennes ont 3,8 milliards d'années. La Terre a 4,5 milliards. Donc un peu plus que 500 millions d'années, vous avez déjà l'apparition d'associations minéralisées, bien sûr, à l'état fossile, que l'on retrouve dans les roches sédimentaires et que l'on retrouve encore aujourd'hui. Et on les retrouvera sans doute demain. C'est ce qu'on appelle des extrémophiles, les bactéries et les associations, là en l'occurrence algues et bactéries, c'est ce qu'on appelle donc les cyanophycées, seront peut-être les derniers représentants vivants sur la Terre dans à peu près 5 milliards d'années, quand le système Soleil, quand notre étoile en fait n'aura plus de carburant, son rayon sera à peu près celui du système solaire, et donc la Terre sera pulvérisée. Et ce seront peut-être les derniers représentants en fait de la vie sur Terre. Et puis dans notre système à nous, notamment digestif, mais pas que, vous avez dans votre corps 2 kilos, en fonction de votre indice corporel, on va dire, 2 kilos. Moi aussi, j'ai à peu près 2 kilos de bactéries, il n'y a pas que vous, bien sûr. Et ces bactéries-là, en fait, c'est plusieurs milliers d'espèces. Elles nous sont vitales. Elles nous sont tellement vitales que ces associations, que ce soit des associations fantastiques avec les ents ou des associations réelles, posent des questions sur la notion d'organisme. Finalement, qu'est-ce qu'un organisme et qu'est-ce ce qu'on appelle un super-organisme. Parfois, quand vous avez des colonies de cnidaires, donc c'est le groupe des méduses, les colonies en fait sont tellement spécialisées, les individus sont tellement spécialisés dans des fonctions particulières, reproduction, capture des proies ou autres, que on se pose la question, est-ce vraiment une colonie ou ce qu'on appelle en fait un super-organisme? Et donc, c'est intéressant, pour finir, finalement, d'exploiter tous ces mondes imaginaires pour démêler, finalement, des bobines d'investigation scientifique. C'est un petit peu ce que je fais sur le terrain. Quand je trouve un squelette fossile inconnu,
j'essaie d'identifier en fait des caractères, comme on a fait avec les wargs par exemple, qui permettent d'en savoir plus et de classer en fait ces morphologies-là en fonction de ce qui est connu. Et puis si c'est pas connu, alors on fait quand même le tour du monde des muséums, notre fossile en poche, hein, je simplifie à peine, mais c'est ça. Hein. Alors maintenant, il y a des bases de données 3D pour voir un petit peu si la forme de la mâchoire correspond à quelque chose de connu ou pas. Si c'est déjà connu, bon, eh ben, c'est peut-être la première fois qu'on trouve cette espèce-là fossile à un endroit donné, le Maroc ou la France ou autre. Et puis si ça ne ressemble en rien à toutes les autres espèces connues, eh ben, c'est ce qu'on appelle une nouvelle espèce. En fait, on est obligé, entre guillemets, de proposer à la publication scientifique, à l'édition scientifique, en fait, la proposition d'une nouvelle espèce, qui est ensuite vérifiée par d'autres collègues de par le monde, et puis ensuite ça sort dans les publications scientifiques. Donc quand vous entendez parler en fait d'un dinosaure, d'une nouvelle espèce de dinosaure découverte en Patagonie ou autre, qui sort dans les médias régulièrement, hein, c'est à peu près une ou deux espèces de dinosaures par mois. Alors on entend parler de certaines, mais pas forcément de toutes les espèces, rien que pour les dinosaures, hein, parce qu'il y a d'autres groupes aussi d'organismes fossiles. En fait, ces espèces-là, on les connaît depuis un moment parce qu'on essaie depuis plusieurs mois auparavant de les faire rentrer dans des cases déjà connues, hein, finalement. Et je terminerai en disant que finalement, on a parlé d'investigation scientifique plutôt naturaliste ce soir avec Tolkien, mais qu'on peut très bien faire la même chose avec plusieurs autres éléments de la culture geek, que ce soit le cinéma ou la littérature. Hein, on pense à la science-fiction. Et la bonne nouvelle de ce soir, c'est pour revenir en fait sur le médiéval fantastique, sur le monde de Tolkien. Normalement, l'année prochaine, devrait sortir un livre, un collectif, en fait, aux éditions Belin que je dirige en fait, parce qu'il n'est pas tout à fait terminé, évidemment, avec Roland Lehoucq pour le côté sciences physiques et chimiques, et Loïc Mangin, qui est un journaliste scientifique de Pour la Science, pour ceux qui connaissent ces rubriques en fait Art et Sciences, qui est un grand fan aussi de Tolkien, et on s'est amusé à faire un sommaire croustillant. On a par exemple un collègue géologue qui nous fait une petite promenade promenade géologique en terre du milieu. On a un collègue physicien qui nous fait une analyse métallogénique de l'anneau. On a un collègue entomologiste du muséum qui nous fait une analyse des araignées géantes. Enfin, des arachnoïdes géantes, parce que ce ne sont pas tout à fait des araignées, je ne veux pas trop vous spoiler, mais bon. J'ai un collègue paléontologue spécialiste des reptiles qui nous fait une analyse en fait de Smaug, et puis ses potes de Smaug, parce qu'il n'y avait pas... Smaug, c'est le dernier, mais dans le Silmarillion, il y a d'autres espèces de dragons, enfin d'autres individus. Donc vous voyez, on s'amuse bien, et normalement, si tout va bien, l'année prochaine, aux éditions Belin, le livre dont le titre préliminaire c'est Les sciences dans Tolkien devrait sortir si tout va bien. Voilà, merci de votre attention. Alors, on peut discuter. Moi, j'ai un train tard ce soir. Je peux passer le micro si vous avez des questions ou des réactions, pas forcément des questions. Donc vous avez vu, hein, c'est pas une conférence de spécialistes de Tolkien, parce que j'ai pas la prétention d'être spécialiste de Tolkien, mais dans cet ouvrage-là, on s'est entouré en fait de spécialistes, des tolkienologues, hein, qui sont ou des tolkienistes, si vous voulez, qui étudient en fait l'œuvre de Tolkien d'une manière exhaustive, aussi bien en termes de correspondance de Tolkien lui-même à l'époque que de publications plus ou moins cryptiques, parce que régulièrement, il y a des redécouvertes de manuscrits anciens par Christopher Tolkien, qui est, je crois, le petit-fils. Voilà. Et vous avez, par exemple, dans cette association, des linguistes aussi qui vont nous parler des langues construites dans Tolkien. D'ailleurs, il y a beaucoup le peu de littérature entre guillemets scientifique relative à Tolkien
c'est beaucoup ce qu'on appelle des SHS, sciences humaines et sociales, ce qui est déjà très bien, hein, avec des linguistes, il y a de la littérature comparée, il y a des analyses mythologiques et d'inspiration en fait de Tolkien. Et là, on rajoute un petit peu le côté SVT, le côté sciences nat, sciences de l'évolution, sciences physiques, chimie. Et vous mettez tout ça dans un shaker, vous secouez bien fort, et puis ça donnera le collectif aux éditions Belin. Voilà, je crois que j'ai bien fait ma pub ce soir. Oui. Alors, ou on parle fort, ou alors je... Ah, très bonne question. Il est polymorphe déjà, donc il présente une certaine plasticité phénotypique en jargon scientifique. Au niveau thermorégulation, il est balèze parce qu'il envoie des watts. Donc, bon, est-ce vraiment finalement une entité organique? Parce que, alors, dans ces mondes-là, il y a bien sûr de la magie qui explique beaucoup de choses. Et bon, nous, en bons scientifiques qui se respectent, quand la magie s'en mêle, on n'a rien à dire. Le monde d'Harry Potter, on pourrait le décortiquer de la même manière finalement, mais au bout d'un moment, on va s'arrêter, on va être bloqué par cette espèce de justification magique qui nous permet justement aussi d'apprécier la fiction. Le but, c'est pas de démystifier ces fictions-là par les sciences. Le but, c'est de se faire plaisir en expliquant en fait les sciences sur une base bibliographique déjà bien connue, bibliographique ou cinématographique. Au passage, il y a un réalisateur qui m'a contacté en me disant « Ah, j'aimerais faire un documentaire sur les animaux fantastiques. » Ah, très bien, j'ai dit « Oui, mais encore ?» Eh bien, voilà, on voit beaucoup de créatures fantastiques dans Harry Potter ou dans le monde d'Harry Potter. On les voit d'une manière très onirique, elles volent toujours, elles se déplacent avec majesté, etc. Moi, j'aimerais faire un documentaire animalier sur ces bestioles-là, où on les verrait se reproduire, faire caca, manger, comme des animaux, quoi. Donc, on est en train de travailler sur le comportement de la chimère, sur le régime alimentaire du minotaure, sur voilà, on s'amuse bien en fait. Il s'appelle Vincent Amouroux, il est à Lyon et c'est un réalisateur de documentaires scientifiques. Il a fait un documentaire vachement bien sur les champignons, où on explore en fait le monde notamment de la rhizosphère, et on apprend beaucoup de choses sur ce groupe en fait complet qui existe aussi à l'état fossile depuis plusieurs centaines de millions d'années. Oui, vous êtes pas très loin, donc je vous passe le micro. Oui, enfin, j'ai une question en termes d'évolution. Comment on peut expliquer la disparition des dragons? Parce qu'ils ont l'air plutôt en haut de... Enfin, ils auraient pu pouvoir se développer et survivre. Ouais, c'est une bonne question aussi, la disparition des dragons. Alors Smaug, je crois que c'est le dernier de son espèce. Je ne sais plus si Tolkien précise que... Bon, il y a d'autres formes de dragons connus dans le légendarium. Mais Tolkien ne va pas jusqu'à préciser s'il s'agit de plusieurs espèces ou plusieurs individus d'une même espèce. Souvent, en heroic fantasy, on voit une sorte de dragonodiversité. Il y a des dragons verts, des marées, il y a des dragons blancs, des glaces, il y a des dragons classiques, en fait, des zones tempérées. Il y a d'ailleurs une collègue paléontologue tchèque qui s'est amusé à faire une sorte de phylogénie des dragons sur la base de gargouilles, en fait, de sculptures, quoi. Donc elle a utilisé l'esthétique, entre guillemets, des dragons pour faire une phylogénie des différents types de dragons. Alors pourquoi ils ont disparu? Souvent, oui, voilà, c'est Saint-Georges qui a tué le dernier. On peut se poser la question, et souvent ce qui est avancé, c'est que ce sont des êtres magiques qui qui ont été, chassés finalement par l'homme, par le côté rationnel en fait de l'homme. Finalement, le dragon, c'est une sorte d'allégorie de la magie ou de la poésie
entre guillemets anti-matérialiste, et l'homme arrive avec sa science, son matérialisme, et puis c'est la première chose qu'il fait, c'est de descendre des dragons. Voilà. D'autres remarques ou d'autres questions? Oui. Tu parlais tout à l'heure de la biomécanique du pied du hobbit. Tu pourrais détailler un peu tout ça? Oui, le hobbit. Pourquoi le hobbit a-t-il des gros pieds poilus? Alors ça, c'est une conférence que j'avais faite à Geekopolis. En fait, c'était un festival de culture geek. Et l'organisateur, Cyril Villalonga, m'avait demandé de venir pour injecter un peu de science. Roland aussi, le Hook, y est allé. On avait fait une conférence en tandem sur la biophysique d'Alien, où on décortiquait justement la biomécanique du monstre. Et puis moi, je parlais des différents stades de développement. Il y a un livre aussi en cours, à plusieurs mains, avec Roland. Alors il y a un spécialiste de littérature comparée, Christopher Robinson, qui va nous parler de Giger, parce qu'au commencement, Alien, c'était un monstre, enfin une œuvre d'art, hein, c'était pas un monstre au niveau cinématographique du terme, c'est Giger, un plasticien suisse qui l'a imaginé. Mais pour revenir en fait à la question initiale des hobbits, on voit que dans les premières descriptions d'ailleurs de Tolkien, il parle de petits êtres d'1,20 m environ, assez jovial, qui aiment bien manger, ils font je ne sais plus combien de repas par jour, mais ils ne parlent pas forcément de ce qu'on appelle l'allométrie de croissance au niveau des pieds. C'est-à-dire des grands pieds recouverts d'un duvet de poils. Et quand on compare en fait les hobbits avec d'autres mammifères réels qui présentent un allongement en fait des métatarses, on a tout de suite les lapins, par exemple, ou les écureuils, des sortes de petits rongeurs. D'ailleurs, hobbit rime avec rabbit. On ne sait pas trop l'origine, pour les spécialistes, l'origine du mot hobbit, inventé en fait par Tolkien. Et puis, dans sa première description, In a hole in the ground like the hobbit, c'est vraiment un terrier. Alors, un terrier, pas n'importe quel terrier, parce que le hobbit, il représente aussi la société bourgeoise, anglaise, qui aime les environnements cosy, avec le thé au chaud, les petits gâteaux, etc., etc. Alors, ce qu'on observe quand même chez les mammifères, c'est que l'allongement des métatarses optimise le déplacement soit pour sauter, hein, comme c'est le cas en fait des écureuils quand vous êtes plus ou moins arboricole, soit pour se déplacer furtivement. Parce que vous allongez votre surface de contact avec le sol, donc en fait vous allez moins exercer de pression localisée. Et si vous vivez en sous-bois, finalement un peu comme les hobbits, vous allez passer plus inaperçu si vous avez des grands pieds que si vous avez des petits pieds. D'ailleurs, le hobbit est un excellent cambrioleur, recruté, voilà, silencieux, recruté par Gandalf. Oui. Oui, un petit peu, c'est du reptilien. Il y a un peu de caractère de ptérosaure dans les ailes, dans les membranes. Il y a la taille, oui, assez grande, parce qu'un Nazgûl, c'est plus haut qu'un humain classique. Et puis, ça doit voler, donc les ailes sont assez considérables pour justement les rendre plausibles en termes de portance et d'aérodynamisme. Et puis, il y a une peau quand même un peu visqueuse qui évoque les trucs quand même amphibies ou aquatiques. On pense à des peaux d'amphibiens modernes qu'on appelle les lys amphibiens, qui présentent justement une peau hydratée en permanence pour lutter contre la dessiccation, parce que ce sont des formes de vie qui sont, comme leur nom l'indique, amphibies. Et après la métamorphose, typiquement chez les grenouilles, vous passez d'un stade tétard aquatique détritivore ou herbivore à une grenouille terrestre carnivore. Et là, il y a beaucoup de changements qui s'effectuent en termes de morphologie interne, mais aussi en termes de morphologie externe avec la peau. Et on retrouve cette peau un petit peu gluante et visqueuse chez les Nazgûl
tels qu'ils sont interprétés par Peter Jackson. Ça serait une création de Sauron, a priori, oui. Faudrait remonter en fait au texte de Tolkien, mais je pense que dans l'article du futur collectif sur les dragons, il y a une analyse des Nazgûl. Parce que le collègue m'a dit, Stéphane Jouve, qui est d'ici d'ailleurs, qui est d'Orléans, mais qui travaille à Paris au muséum, m'a dit qu'il y avait beaucoup de caractères, ptérosaures et dinosaures et autres. Mais en termes de création, le terme est intéressant parce que finalement, on est dans un monde créé. Donc on pourrait dire, pourquoi vous parlez de science de l'évolution dans ce monde créé? Tout est création. Donc... Mais Tolkien lui-même était évolutionniste. Et quand il parle de Gollum, on voit bien d'ailleurs la transformation entre Sméagol, stade initial, et Gollum, stade final, le pauvre, avec là, par contre, en termes de plasticité phénotypique, vous avez de quoi faire. Et pour présenter Gollum dans sa caverne, Tolkien écrit que les espèces cavernicoles et aquatiques, avec l'évolution, se transforment en fait lentement. Ils arborent des tons, des couleurs en fait de plus en plus claires ou sombres en fonction des milieux. Et puis il y a une régression souvent des yeux. C'est pas le cas de Gollum, mais il y a l'apparition éventuellement de pattes, de doigts palmés. Voilà, même si on est dans un contexte de création en fait littéraire, Tolkien avait bien conscience en fait des modèles évolutifs qui prévalaient déjà au siècle dernier. En 1900, on est dans les années 30, donc l'évolution est bien comprise. Darwin, c'est 1849, Lamarck, c'est 1809. Donc ça fait presque un siècle qu'on a digéré un petit peu tout ça et que la sélection naturelle est observée dans la biodiversité, comme l'association aussi des espèces est observée, et que même au niveau des modèles lamarckiens, on a de temps en temps des observations qui sont faites en fonction des groupes. Donc, finalement, on peut aussi dérouler la bobine des sciences de l'évolution dans Tolkien. Oui. Alors, vous avez 5 minutes ? J'ai pas payé le monsieur pour parler des olifants, pour continuer la conférence, mais on peut parler des olifants. Alors rapidement, première mention des olifants, lorsqu'ils sont au niveau de la Porte Noire, ils observent en fait justement des troupes de Sauron qui se concentrent et qui rentrent dans le Mordor pour préparer la guerre, avec une belle description. Quand ils observent des olifants avant d'être kidnappés en fait par le frère de Boromir, Faramir. Alors Gollum demande en fait qu'est-ce que c'est les olifants, et on lui répond, Sam en fait lui récite carrément un poème. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans Tolkien, c'est que on a des histoires dans l'histoire par l'intermédiaire de poèmes. On a une description assez précise des olifants. Gris comme une souris, grand comme une maison, le nez comme un serpent, je fais trembler la terre, quand je piétine dans l'herbe, les arbres craquent à mon passage, cornes dans la bouche, battant de mes grandes oreilles, au-delà de tout compte d'années, je marche lourdement, toujours, toujours, je suis l'olifant, le plus grand de tous, énorme, vieux et haut, si jamais tu me rencontrais, tu ne me croirais pas réel, et je ne me couche jamais. Donc c'est dans le 2e tome du Seigneur des Anneaux, on voit là des olifants, quand ils sont planqués dans les fourrés. Et puis bon, il y a d'autres descriptions, mais rapidement, les olifants, on les voit bien là. Vous avez des espèces de créatures éléphantoïdes, ce ne sont pas vraiment des éléphants tels qu'on les conçoit nous, qui sont immenses, avec, faut que je change de sabre laser, avec 3 paires de défense, en fait. 1, 2, et la 3e, elle est là.
3 paires de défense, ça n'existe pas dans la nature actuelle et ça n'a jamais existé au cours de l'évolution de ce qu'on appelle des proboscidiens, c'est-à-dire le grand groupe des éléphants. Le groupe des éléphants, aujourd'hui, vous avez deux, trois espèces. Éléphant d'Afrique, éléphant d'Asie. L'éléphant d'Afrique étant le plus grand, jusqu'à 4 mètres de haut quand même, mais on est loin de la taille des éléphants. Puis quand vous vous tournez vers la biodiversité passée du groupe, alors là, vous avez des formes assez intéressantes. On peut s'amuser justement à comparer l'olifant avec du proto-éléphant, du proboscidien fossile comme celui-là. Le dinotère, vous avez quand même une taille assez respectable, mais vous n'avez qu'une paire de défenses. Et puis en plus, les défenses sont dirigées vers le bas. Donc ça ne marche pas. Alors vous pouvez comparer. Il y a quand même un éléphant fossile, le Gomphothère, qui présente 2 paires. C'est le max chez ce groupe-là. Ce sont des incisives. 2 paires de défense, c'est le max. 10 millions d'années, vous êtes à moins 10 millions d'années, mais le problème des Gomphothères, c'est que ce n'était pas très très grand. Vous avez un truc qui fait 2 mètres à tout casser au niveau des épaules. Alors, le mammouth, bien sûr, il peut être comparé avec l'olifant. On a des tailles jusqu'à 5 mètres, voire plus, mais on n'a encore une fois qu'une seule paire. Donc finalement, est-ce qu'il faut vraiment rattacher les olifants au groupe des proboscidiens ? Moi, je ne pense pas forcément. Il y a d'autres grands mammifères terrestres qui ont évolué sur Terre il y a plusieurs millions d'années. Il y a une vingtaine de 25-30 millions d'années. Vous aviez ce qu'on appelle des balouchitaires. Alors, c'est plus le groupe des rhinos que des éléphants. Mais là, vous avez des tailles un peu plus proches, en fait, de celles décrites dans l'œuvre de Tolkien. Balouchitaires, éléphants. Et puis, quand on regarde l'utilisation des éléphants ou des grands mammifères pour la guerre, ça date pas d'hier. On pense tous à Hannibal, qui a traversé les Alpes avec ses éléphants. Et puis, bien avant Hannibal, vous avez en fait moins 4005 avant Jésus-Christ, cette espèce de fresque indienne. C'est la guerre de Lanka, d'où le terme d'ailleurs Sri Lanka, où vous avez des éléphants qui sont montés par des archers et qui sont dressés, entraînés pour la guerre. Donc les olifants sont des espèces de mammifères géants qui sont effectivement, par leur morphologie externe, proches de nos éléphants à nous, mais qui présentent quand même des tailles plus plausibles en ce qui concerne les autres groupes de grands mammifères fossiles. Voilà, c'est promis, j'ai plus de diapos. Oui. Oui. Alors ça, c'est prévu aussi dans le bouquin. On a un prof de SVT qui nous fait une phylogénie des humanoïdes, en fait, dans Tolkien. Alors, il y a quand même Tolkien. Dans Tolkien, je ne sais plus où exactement, il précise que les hobbits sont plus proches des humains qu'ils ne sont des elfes. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que Tolkien, sans y penser réellement, il a fait une phylogénie. Bon, une phylogénie à 2 espèces, c'est vite fait. Mais une phylogénie à 3 espèces, ça nécessite déjà un peu plus de réflexion. Et il met humains et hobbits, groupe frères. Et ensuite, il met les elfes un peu plus loin dans cette espèce d'arbre évolutif potentiel des humanoïdes. Alors effectivement, au niveau magique, justement, les elfes sont un peu plus développés dans ce sens-là que les autres humanoïdes. Et Roland Le Hook, en bon physicien qui se respecte, s'est intéressé sur la lévitation des elfes et l'ultravision chez les elfes. Parce qu'il est écrit aussi clairement dans, je crois que c'est la Communauté de l'Anneau, que Légolas est capable de voir encore plus précisément qu'un aigle lambda. Donc Roland a calculé la taille de l'objet par rapport à la distance focale pour calculer le nombre de cellules
qui captent en fait suffisamment d'images, enfin, etc., etc. Oui. Alors l'orque, c'est aussi, je crois, un humain qui est modifié. Un elfe, merci. C'est un elfe, oui, génétiquement, non, torturé et transformé en fait en orque. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les Uruk-hai de Saruman, ils sont aussi des sortes de résultats de manipulation morpho ou génétique, et que il y a des espèces de processus comme ça, de modification et de transformation d'espèces en une autre. Oui. D'accord. D'accord. Ouais. Donc il retourne en gros au stade initial, quoi. Minéral. Ouais, ouais. Ça peut être une allégorie du golem aussi, finalement. Cette espèce de créature anthropoïde issue de boue dans la mythologie hébraïque. C'est un magicien juif qui crée le golem pour protéger en fait les juifs des persécutions dont ils sont victimes sur Prague à l'époque. Hein, le golem. Oui, il y avait une question tout en haut. Ouais. Alors là, je vais passer le micro. Je vais me mettre un peu en mode pause à Aurélie qui justement travaille dessus en projet du livre. Alors, il y en a plein qui me connaissent. Alors, pour l'instant, c'est qu'à l'état d'ébauche, mais du coup, nous, on l'a travaillé avec nos élèves. On a essayé de comprendre comment ça pouvait se faire. Alors, on a déjà dû travailler sur le vieillissement, voir ce qui pouvait agir sur le vieillissement. Donc, les télomères. Donc, on a commencé à travailler sur les télomères. Ils ont vu qu'il y avait un cycle cellulaire, enfin, voilà, un nombre de divisions dans les cellules somatiques qui était imposé, ce qui n'existait pas pour les cellules germinales, ou en tout cas, ce n'était pas le même fonctionnement. Donc, on a continué à creuser. Puis après, il y avait la télomérase, donc on s'est aperçu qu'il y avait des cellules qui étaient immortelles, donc on pouvait mourir d'avoir des cellules elfiques. Donc c'est une souche d'ailleurs qui s'appelle la souche Ella de Henrietta Lacks, qui, la pauvre, est morte en quelques semaines ou quelques mois. Voilà. Mais entre-temps, un médecin avait récupéré les cellules de sa tumeur et puis elles sont encore dans les laboratoires, on s'en sert énormément. Et voilà, celles-là, elles ont beaucoup de télomérase, alors elles ont plein d'autres trucs, mais c'est pas super bon non plus, du coup on ne survit pas très bien. Donc on a continué comme ça nos investigations. Ensuite, on s'est dit, il y a la respiration, etc., la mitochondrie, les UV, tout ce qu'on peut faire, l'alcool, le tabac, et ils boivent pas mal et ils fument de temps en temps, donc produisent des radicaux libres, c'est pas super bon aussi. Donc il y a tout un tas d'enzymes et de cortèges enzymatiques qui sont capables de bloquer les radicaux libres. On a aussi l'alimentation, alors les antioxydants, légumes, fruits, on ne voit pas tellement. Hein. En général, dans les banquets, il n'y en a pas top. Ouais, voilà, donc on ne peut pas trop compter là-dessus non plus. On a creusé encore, on a cherché aussi dans la glycation, du coup, le glucose qui avait un effet sur le vieillissement. Pareil, le glucose, on ne les voit pas non plus. Il a plutôt la ligne. Alors, il serait un diabète à l'époque, il serait mort. Voilà, donc voilà. Ouais, c'était une on avait dit peut-être un système qui bloquait l'apoptose ou la sénescence. On peut imaginer ça. Donc, on a essayé d'appliquer le principe de parcimonie. Pour l'instant, avec les élèves, on s'est dit que finalement, alors on n'a pas continué à chercher, c'est là où il faut que je creuse encore, mais il y a peut-être un système qui avait fait qu'il avait des super longs télomères, quoi. Et du coup, il n'est pas embêté. La télomérase, faut pas le bazar. C'est juste les télomères qui sont très longs. Et les télomères, c'est des trucs aux extrémités des chromosomes. On en perd un petit bout à chaque division cellulaire. Et quand ça commence à atteindre des zones qui sont importantes, ça sent pas bon, c'est sénescence ou apoptose. Et voilà, donc du coup, avec des super longs télomères, ça pourrait le faire. Il y avait aussi un autre truc qu'on avait envisagé, mais qui ne pouvait pas se faire, c'est qu'il y ait des mitochondries qui fassent moins de radicaux libres.
Mais le problème, c'est que la place des femmes dans Tolkien, c'est moyen hein, quand même. Et du coup, les lignées dans les hommes du Nord, hein, c'est d'homme en homme et les mitochondries, ça colle pas. Voilà, donc on a travaillé ça et pour l'instant, on en est là avec les élèves. Alors ma petite idée, c'est que Aragorn, il se fait des injections, non pas de silicone, mais une bactérie qui s'appelle, le nom d'espèce c'est Radiodurans. C'est une bactérie extrémophile qui a des espèces de cicatrisants moléculaires en elle et qui répare son ADN en permanence quand la bactérie en question est irradiée. En fait, Radiodurans, comme son nom l'indique, est capable elle a un seuil de tolérance à la radioactivité 5000 fois plus fort que nous. Et donc, alors sous forme de cocktail, sous forme de poudre dans les salades comme la spiruline ou je sais pas, hein, faudrait creuser, mais peut-être qu'il se fait des injections de cette bactérie-là pour pouvoir bénéficier entre guillemets de ces espèces de systèmes cicatrisants. Non, ça vous dit rien, monsieur, non. Oui, c'est vrai. Ah ben une petite symbiose. Et voilà. Comme voilà. Ouais. Oui. Ben voilà. C'est le premier transhumain, en fait. Oui, 2, 3. Attendez, je prends des notes. Ah, les méduses. Ah oui. C'est pas ad vitam? Ouais. Ouais, pourquoi pas. Il se fait des petits bains de méduses. Jeune homme. Ah. Ah oui. Alors, on a fait une chronique là-dessus avec Roland. La science en fait des dragons. Il y a aussi un YouTuber, Léo Grasset, Dirty Biology, qui a une petite émission en fait sur les dragons. Sont des gros reptiles. Le seul moyen d'expliquer un petit peu leur biomécanique en vol, c'est effectivement la production de gaz inflammables qui lâchent de temps en temps par la bouche. Et par contre, reste la question de la mise à feu. Alors on peut imaginer des dents qui sont à base en partie de pyrite et qui servent en fait de système de production de l'étincelle. Bon, par contre, quand le dragon rote, ça peut engendrer beaucoup d'accidents ou une sorte de sélection naturelle des dragons. Voilà. Ouais. Problème digestif. Monsieur, tout au fond. Ah. Il y avait... Ouais. C'est vrai, mais les chauves-souris, c'est essentiellement cavernicole, ça a des ailes. Bon, c'est un peu plus petit qu'un dragon, on est d'accord. Mais ouais, non, mais c'est vrai. Souvent dans le milieu cavernicole, c'est un milieu très, comment dire, générateur de pression environnementale, hein, absence de lumière, enfin obscurité, humidité,
l'atmosphère est confinée, donc on peut se poser la question pourquoi des ailes? Peut-être pour augmenter la surface de contact avec l'atmosphère ténue des grottes et permettre une meilleure oxygénation du corps. Bon, c'est un peu... Parce que les ailes, finalement, chez les oiseaux, au début, les plumes, en général, elles ne sont pas apparues pour le vol. Elles sont apparues pour isoler. Il y a plusieurs idées sur là où les premières fonctions en fait des écailles dichotomiques que sont les plumes en termes de morphogénèse. Elles seraient apparues pour la thermorégulation, mieux réchauffer en fait le corps. Ça serait peut-être aussi des systèmes anti-choc, des sortes d'airbags naturels. Et puis aussi ce qu'on appelle dimorphisme sexuel ou la présence d'organes d'ornement plus ou moins colorés d'ailleurs que l'on observe bien encore dans la population d'oiseaux actuels. Donc c'est peut-être les trois aussi, les trois raisons entre guillemets. Alors chez les dragons, peut-être que les premières ailes n'ont pas permis directement l'augmentation de la portance chez ces formes cavernicoles. Pourquoi pas? Il y avait d'autres. Ah oui. Je suis persuadé que tu as travaillé dans ton collectif sur l'anneau. Parce qu'il y a une propriété particulière, déjà résistance aux très fortes températures, une influence sur les organismes. Je ne sais pas ce que tu peux nous dire dessus. Ouais, alors c'est un physicien de l'ENS, je crois, ou du CEA, qui est dans le sommaire, dans le long sommaire sur le collectif, qui s'est penché, un métallogéniste, donc un physicien spécialiste en fait des métaux, qui s'est penché sur l'unique, l'anneau unique. Il y a plusieurs types d'anneaux, comme vous le savez, bien sûr. Alors, ça serait un métal bizarroïde qui crache, en fait, un truc radioactif qui crache des rayonnements mutagènes qui transforment en fait son porteur. Alors, dans le détail, il faudrait que je relise l'article. Mais Gollum, donc son évolution serait due à l'anneau, mais il y a aussi l'anneau a aussi une influence psychologique, donc genre saturnisme ou autre. Donc voilà. Et puis l'anneau a une très forte influence sur Sméagol en termes de morphologie, mais pas trop sur Frodon. À la fin, un petit peu. Ouais. Mais il ne change pas trop de morphologie. Ouais. Oui, il change de taille et puis il s'adapte en fait aux doigts du porteur. Bon, déjà, ouais, ou c'est une sorte d'organisme peut-être métallogène, je sais pas. Oui. Et puis il présente ces fameuses inscriptions en fait à forte température aussi, donc il change aussi un peu d'état, enfin d'apparence, quoi. Et il rend invisible. Oui. Oui. Ouais, ça pourrait être. D'ailleurs, dans Peter Jackson, le rayonnement bleuté évoque le rayonnement réel, cette espèce de lumière bleutée réelle que l'on observe en fait dans les bacs de combustible radioactif dans les centrales nucléaires. C'est un effet en fait optique qui est dû à des rayonnements, des changements d'état. J'ai oublié le nom, c'est le nom d'un chercheur russe. Et on retrouve en fait cette couleur un peu identique dans la datation de Peter Jackson. Il faudrait voir ce qu'en dit, ou plutôt ce qu'en écrit Tolkien. Est-ce que c'est réellement bleuté? Est-ce que c'est juste un changement d'état, de lumière, de brillance? Ou est-ce qu'il y a vraiment un rayonnement en fait à l'approche de gobelins ou d'orques, je ne sais plus, ou les deux?
Très bonne question. Oui. Ouais, ça c'est quand même assez bizarre, effectivement. Alors le mithril, il est assez bien décrit dans la communauté de l'anneau. Quand Tolkien présente la Moria, il rappelle en fait l'origine de la construction, entre guillemets, en fait, de la mine, en parlant d'un minerai qui est présent en fait sous forme de veine. Hein, ça, c'est ce qui existe vraiment en gitologie, donc la géologie appliquée en fait à la recherche de minerais. En plus, vous avez le BRGM qui est pas très loin ici, et il explique que certaines veines étaient quasiment exploitées par les nains, sauf une qui descendait très profondément, d'où le réveil en fait du Balrog. Mais en termes de résistance, il cite, je crois, un minerai qui est ensuite retravaillé quand même par les nains. Donc il y a la science quand même des mineurs métallogénistes derrière, et cette science-là, elle est très présente dans l'œuvre de Tolkien, puisque je crois que le boss de Sauron, c'était un magicien forgeron. D'ailleurs, souvent dans les imaginaires collectifs, le travail de forgeron, le changement de matière est souvent lié à la magie, à l'alchimie en fait, telle qu'on la décrivait à l'époque, hein, la transformation du. Oui, Sauron lui-même, c'est un forgeron. Ouais. Et donc après, il y a un travail quand même qui est fait par les nains pour utiliser le mithril. Je crois que Tolkien cite la plume pour le comparer avec le poids, enfin en termes de masse, et puis l'acier pour la rigidité ou la dureté, sachant que la dureté, c'est une mesure physique réelle. Hein, il y a une échelle qui existe de dureté dans les minéraux ou les minerais ou les métaux qui va de 1 à 10. Et qui peut se quantifier d'une manière, oui, pratique. Si ça raye le verre, c'est supérieur à 7, je crois. Si c'est rayé par l'ongle, comme le talc, c'est 0 ou 1 ou 2. Je crois que c'est inférieur ouais, le premier, c'est le talc. Ouais. Et puis après, ça monte jusqu'au diamant. Oui. De la densité et du système cristallin, je crois aussi. Oui, un petit peu, ouais, tout à fait. Ouais. Flexible, ce que n'a pas le mithril, par contre. C'est pas une forme plastique. Ouais. Il faudrait faire des élevages de céphalopodes. Je pense que vous pensez à l'aragonite, peut-être, non? Cette espèce de carbonate de calcium avec il y a d'autres éléments dedans qui est assez rigide et qui est comment dire sécrété entre guillemets naturellement par des mollusques où il y a d'autres des céphalopodes notamment. C'est ce qu'on appelle des biominéralisations. Oui. Oui, en fait c'est le problème entre guillemets des solides non déformables. Des solides qui sont pas plastiques ou élastiques. C'est-à-dire que quand on tire, il y a au bout d'un moment une rupture avec un angle particulier. Bon, tout ça est testé en laboratoire. C'est ce qu'on appelle la rhéologie, je crois, l'étude de la résistance des matériaux. Et ça se fait sur les roches en géologie, mais ça se fait aussi sur des alliages, des métaux, etc. Oui. Ouais, alors c'est vrai qu'on voit plus souvent ça en SF. Des formes de vie très différentes de ce qu'on connaît en réalité, parce que toute la vie sur Terre, c'est une base de carbone.
qui est quand même un atome pratique parce qu'il est tétravalent, donc il peut s'associer avec d'autres molécules comme des molécules d'oxygène, et puis ça fait des formes, des molécules presque organiques, quoi. Alors le silicium aussi, il est tétravalent, mais il n'est pas aussi stable que le carbone en termes de température de fusion, température de liquéfaction, etc. Mais on pourrait très bien, il y a certains exobiologistes qui essaient de réfléchir à des modèles de vie sur une base silicium. Et puis en SF, il y a des auteurs qui ont creusé déjà cette piste-là. On peut penser à Sylvie Lenné, qui est une auteure française qui a écrit une nouvelle croustillante qui s'appelle Un amour de sable, qui porte bien son nom. En fait, il y a des terriens qui débarquent sur une planète, et puis c'est une planète désertique, un peu comme Arrakis, dans Dune. Et en fait, ils commencent à pourrir la planète parce qu'ils pensent qu'il n'y a rien sur la planète, sauf que toute la couche de sable, c'est un seul super-organisme à base de silice qui est intelligent et qui finit par les latter, quoi. Ça va ? On fait le grand écart là entre la science-fiction et l'heroic fantasy à la Tolkien, mais c'est intéressant. Non. Ah, c'est un jeu de rôle, ça, non ? Ouais. J'ai joué au jeu de rôle quand j'étais petit. Merci. Est-ce que des spécialistes ont étudié le cycle d'Elric ou les annales de la Compagnie Noire comme vous ? Vous n'avez pas de collègues qui pourraient me... Oui. Merci. Je demanderai en fait aux auteurs qui ont travaillé sur Tolkien s'ils n'ont pas exploré en fait d'autres. Ça reste du médiéval fantastique aussi, hein. Et c'est marrant de voir justement cette espèce d'élan vitaliste de l'auteur Tolkien qui donne des noms aux objets, aux épées, même des histoires. Telle épée a été forgée par un tel, et puis ensuite elle a été perdue, réutilisée. Oui, tout à fait. Ouais. Avec des matériaux plus ou moins imaginaires. Et les matériaux imaginaires, on a parlé des métaux, mais il y a des minerais, il y a des minéraux, la kryptonite, chez DC Comics. Donc le minéral en fait d'origine de Krypton, hein, la planète de Superman, qui est donc un extraterrestre, hein. C'est pas un super-héros, Superman, c'est un extraterrestre. Et puis il y en a plein d'autres. Il y a l'adamantium chez les X-Men. Il y a l'unobtainium dans Avatar, qui défie les lois de la gravité. Celui-là, il est balèze comme minéraux. Il y en a plein en fait. Je vais peut-être passer le micro pour le mot de la fin à un membre de l'organisation, s'il y en a encore dans la salle. En vous remerciant encore une fois pour cet échange intéressant. Merci.